Je dis quelques mots au nom de l'association des amis de Pascal Baquet, simplement pour vous expliquer le déroulement de la soirée. Donc nous allons écouter Pascal lire un certain nombre de ses textes, des extraits de chacun des tomes de la pentalogie. Il sera de temps en temps interrompu par un glossateur qui est assis à ma droite. Et puis, à l'issue de cette lecture, il y aura une collation, donc, ici. Et vous pourrez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, regarder le magnifique ouvrage que Pascal et Christian Bonnefoy ont réalisé ensemble, Les Oreilles du ciel, qui est une traduction, mais c'est peu dire, enfin, plusieurs traductions, plusieurs tentatives de traduction d'un poème de Moïse qui s'appelle Ahazinou. Et puis vous pourrez donc soit vous procurer cet ouvrage si vous intéresse, soit il y a dans l'entrée ici des bulletins de cotisation à l'association des amis de Pascal Baquet, puisque comme toute association, on a besoin de tout soutien possible. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout dit, je vous laisse lire, comme ça on commence tout de suite la soirée. Merci. Il y a dans le monde un objet de plus. Il est ignoré de tous depuis bien longtemps, quoiqu'on connaisse son nom depuis les premiers jours. Par lui, tout s'est passé, car sans lui, rien ne fut advenu. Il est unique en son genre. Nombreux sont les objets naturels ou de main d'homme qui sont de trop. Cela, d'ailleurs, n'est pas sans relation avec lui, car sans lui, rien, ni personne, n'eût été de trop. En revanche, il est le seul à être de plus. Tout a une place et un espace. Lui, pas vraiment. Donc il n'occupe lui aussi une place quand il passe par une main ou se plante dans le sol. Il semblait étranger en cette place, mais jamais incongru. On savait qu'il en serait de même toujours et en tout lieu. Cher auteur, je suis ici comme l'interprète d'une fiction écrite pour l'occasion de cette soirée, par vous-même. Me voici donc le personnage du glossateur, du commentateur de cette pentalogie, dont vous allez traverser ici chaque tome, à chaque fois, par un extrait. Mon rôle revient à vous en donner quelques clés, très rapidement. Cet objet de plus qui hante le monde, laissez-moi vous le dire, qu'il est un bâton. Vous savez sans doute, par un souvenir plus ou moins clair, qu'un grand bâton, dans ce qu'on appelait jadis les Saintes Écritures, s'est manifesté. Une longue histoire s'écrit de la Torah au Talmud de ce bâton. Mais l'insensé ici présent, Pascal Baquet, n'a pas le front de rajouter son écriture aux Saintes Écritures, non. En revanche, puisque les Saintes Écritures ont irrigué le monde à son corps défendant, il s'autorise du monde pour parler du bâton. Si la culture en parle, pourquoi pas Pascal Baquet? Il aurait pu tout aussi bien vous évoquer l'objet de plus par le livre, avec une majuscule naturellement, ou encore par cet homme singulier qui incarne et vit ce livre majuscule, homme que, pour cette raison, il nommera le vif. Tous ceux-là sont aussi méconnus par la culture. Objet de plus qui donne des cauchemars à ceux qui veulent coûte que coûte conjurer l'exception humaine. Qui fait exception? Ainsi, le bâton est le premier objet de ce livre, la tourbe, c'est le second. Le bâton fait exception, tandis que la tourbe fait la règle. Deux choses à savoir sur la tourbe. Premièrement, c'est une matière végétale qui dégénère tantôt humide, tantôt combustible. Deuxièmement, mais c'est aussi le nom de la foule, turba, en latin. L'auteur de la pentalogie prétend que, divine surprise, c'est une seule et même chose, turba et foule. Extrait du tome 1. Il reprit sa marche. Une source jaillissait au-dessus de la tour avant de disparaître. De hautes herbes l'escortaient. Le sol devint meuble, un peu tremblant. Il fallait repousser chemin. Il était parvenu à la tourbière de Sion qui ressemblait à celle que son père lui avait décrite à Cuxhaven, où avait commencé ce qui allait s'achever ce matin. La tourbière de cette Germanie qu'ils avaient fui.
Élias avait été averti de l'importance de la tourbe, sans que Har, son père, lui eût enseigné son secret. Attentif à l'excès, il entendait couler l'eau, goutte après goutte, entre les tiges et les racines. Il croyait sentir les fibres en dedans d'elles-mêmes se distendre, se gâter, se transformer sous l'effet de cette eau, dans d'étranges mutations qui brunissaient les matières et étouffaient les sons. Pourquoi s'en émouvait-il? Parce qu'il était affecté. Il sentait les plantes souffrir dans cette eau sans air. Enfin, il fut frappé. Une immense nausée le traversa de part en part. Tout son corps, des ongles de pied aux cheveux de la tête, s'éprouva dans l'idée qu'il vit. Il était là, dans la tourbière, et l'évidence se créa en lui. Les hommes n'appartiennent plus à la terre. Leur matière n'est plus le sable de l'Orient ou le limon de l'Occident. Rome a reflué, sa matière va se dissoudre. Mais des nations vont pousser, vont naître de la tourbe. D'elle, des rejetons plus malsains encore. La tourbe est à présent la matière qui constitue les hommes. Voilà ce que dit Élias à haute voix, se tenant le cou tant le sang y battait et s'étranglant presque pour le faire refluer. Particularité des hommes, les bêtes naissent de leur espèce, mais les hommes naissent du monde à cause de l'esprit qui les traverse et qui recommence tout à zéro, le chiffre qu'avait rapporté Gerbert d'Aurillac. Un jour, un homme fit en pensée du nouveau. C'est pourquoi l'on dit qu'il fut façonné à partir de la terre. Ce qui signifie qu'il était né de rien. La terre est ce rien, car la terre est informe, possible de tous les possibles. Tel fut celui qu'on nomma Adam. Dans ce nom, on désigna la terre à laquelle on a retiré une lettre. À partir de lui, avec une lettre de plus, la terre avait été renommée. Les hommes marqués par cet Adam se crurent alors venus de la terre. Ils venaient de lui en fait, comme les animaux viennent de leur espèce. Ce jour de l'an 1002, la longue descendance s'acheva. Élias vit que tout recommençait, non de la terre informe, de la plus grande intelligence, mais de la tourbe, qui semble de la terre et n'en est pas, pour leur plus grand malheur. Elle semble un élément, mais elle est faite de plantes qui ont muté. Millions de tiges infimes dont le nombre s'est compressé, de corps qui ont sucé l'eau vive l'ont tué, s'abandonnant au sommeil de la déréliction. Une seule plante étrange, noirâtre, qui dévore le vivant. Ce n'est pas une métaphore, c'est plus terrible. C'est la vie même de ces nations que devine Élias. Il ne voit pas la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne, comment les verrait-il? Pas non plus la Germanie, toujours à venir depuis son passé, jamais venue. Il voit leur forme, il comprend la tourbe. Soudain, la douleur s'interrompit. Il en fut comme si on lui avait arraché un bras d'abord, et que son corps avait hurlé sa béance, puis, comme si on lui avait recollé ce bras, de sorte que rien ne l'avait affaibli. Au contraire, le bras était revenu infiniment plus fort, doué de toute puissance et de double vue. L'instant d'avant, Élias vacillait, perdant l'équilibre entre un pied et l'autre pied. Désormais, toute tristesse était vaine, tout malheur était conjuré, et même la mort inéluctable n'était qu'une mue parmi d'autres. Il avait dans la main l'objet de plus, il était lui-même et davantage. Au lieu des tiges et des plantes de la tourbière, Élias vit une foule innombrable d'hommes. Ils étaient entravés, leurs mouvements n'étaient que des rêves. Leur esprit étouffait dans le réseau infernal des racines. Moins que les bêtes, moins que les pierres qui au moins connaissent les séismes, les hommes ne bougeaient. Ils étaient ligotés dans cette tourbe. Ils ne servaient qu'à la croître, comme une vaste surface qui s'agrandit de ce qu'elle dévore. On mentit quand on brandit l'humus et sa simplicité, quand dans ces nations on se choisit des racines, des sols et des morts. L'alliance avait été contractée avec la plus complexe des matières, la moins naturelle, la moins aérée. Élias regarda son bâton et y découvrit alors des lettres. Elles naissaient de lui telle une résine qui sourd du bois fraîchement coupé. Pourtant des hommes antiques l'avaient déjà reçu. Il tenta de les lire, y parvint et dit « Il faut libérer les hommes de cette tourbe. Ce qu'il prononcera les détachera, les libérera. Exactement comme une brise, d'un seul souffle léger déracinera une forêt entière. Il va parler, presse le bâton dans sa main. Il voit, ils vont voir, ils seront dessillés. » Personne n'était autour de lui. Pourtant, à ce moment, l'espace n'était plus rien sinon cet homme avec en main l'objet de plus et des plantes enchaînées autour de lui. Une seule tourbière. Il suffisait qu'il parle et ils allaient entendre. Le bâton retomba, puis le corps d'Élias. Il était mort d'une flèche tirée par son frère. Voilà Baquet.
Baquet qui a introduit la tourbe et la tourbière dans son récit, et désormais ce sera le nom de la culture dans les 5 tomes. Dans ce tome premier, il s'agissait seulement d'en faire la découverte, on peut dire historique. Le bâton est volé par un homme, Hermann, frère d'Elias. Hermann va s'en servir, non pour produire cette nouveauté qu'impliquerait le bâton, cette exception qui les rédime tous, mais pour les enfermer dans la tourbière. Grâce au bâton dont il s'est emparé, Hermann a un temps d'avance, une pensée d'avance, un génie d'avance. Il les fait servir à sa puissance. Il est l'Europe, laquelle est bien davantage que son petit continent, l'épicentre spirituel de ce qu'on appelait encore il y a peu l'Occident. Hermann est le dessinateur de l'histoire universelle. C'est donc à 3 personnages historiques qu'il revient de le découvrir. 3 personnages, diversement en charge de l'homme occidental à un moment de rupture de son histoire. Les voici. Churchill, un politique. Tolkien, un poète. Et Jan Boete Sibelius, un compositeur. Quand, le 7 mai 1945, alors que le voleur du bâton s'apprête à prononcer son nouveau mot d'ordre qu'on appelle le prêche d'Hermann, l'ancien prêche énonçait, je cite, « Je commande les nations pour la vie à venir », celui qu'il va prononcer c'est « Je commande le moi pour la vie à venir ». Puis nos personnages comprendront d'où tout cela est parti. Petite anecdote, le glossateur, c'est-à-dire moi, confesse qu'il a indiqué à Baquet un beau jour un écho antérieur de son étrange spéculation sur la tourbe. Pascal, c'est vrai. Car le grand Leibniz, dans sa protégée, son histoire de la Terre, affirme que la Germanie, particulièrement la Saxe, a pour sol structurant quoi? La tourbière. C'est pourquoi nos personnages iront d'ouest en est, par un mouvement rétrograde, jusqu'à la source de l'histoire européenne, dans une Germanie païenne, où cette étrange fiction de tourbe avait commencé. Mais, à présent, passons au tome 2, il ne s'agit plus d'histoire, puisque le jeu d'Hermann n'est plus la nation. Il s'agit maintenant d'enfermer les hommes dans le moi. Si bien que notre auteur devient un personnage, et en l'occurrence, son moi, le tristement célèbre Pascal B, peut-être B Pascal, je ne sais pas, à ne pas confondre avec B Pascal, ah tu l'avais écrit, Pascal B, qui écrit son livre, où on peut s'y donner rendez-vous au train bleu. Cet étranger parmi les vifs, c'est le titre du 2e volume, vif, où vous pouvez entendre un nom secret des Juifs, naturellement, s'ils s'affairent à eux-mêmes, a pour tâche, dans ce tome 2, de détruire dans sa propre personne cette prodigieuse prison du moi. Et pour commencer, il la découvre chez chacun, et il n'est pas prêt de parvenir au bout de ses tâches. Et regardez, il commence par parler méchamment à quelqu'un que, ici, nous célébrons volontiers, Emmanuel Lévinas, après quoi il ose s'en prendre à une voyageuse sortie du train de Montpellier. Peut-être arrive-t-il au train bleu. Monsieur Lévinas, avez-vous regardé aussi les yeux qu'en un geste tout philosophique vous avez caressé le visage? Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je trouve que c'est inconvenant. Quoi donc, maître? De scruter quelqu'un dans le fond des yeux. Très certainement, c'est inconvenant. Ce qui est inconvenant est recommandé aux gens bien élevés, non? Je n'ai pas votre atavisme. Je suis un petit juif qui devait faire du bruit en mangeant s'il n'avait pas fini avec des costumes croisés. J'en connais qui font du bruit en mangeant avec des costumes croisés. Qu'est-ce qui vous gêne dans les yeux d'un homme? Dans les yeux d'un homme, il y a ce qu'il voit et aussi ce qu'il ne voit pas, à savoir qu'il est un œil voyant et nu. On peut le regarder voir. Oui, je dirais que le mot « nu » est le fin mot de la sagesse, non? Y a-t-il au monde chose plus sérieuse que cette nudité qu'un homme affiche bien davantage dans ses yeux que dans son visage, cette nappe diversement décorée? Cette nudité qu'il partage avec les plantes, les animaux et les choses, c'est là seulement qu'il est nu, non? Je ne suis pas tout à fait sûr de vos choses. Quant à la nudité, vous me gênez un peu. Vous me trouvez païen? Pensez pourtant à Adam. Cessez de me regarder comme ça, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Même vous, votre œil, comme le mien d'ailleurs, est offert en regard comme on offre en pâture. Il est exposé au regard le plus offrant. Il est à sa merci, n'est-ce pas? C'est une tristesse que nous avons en partage, car nous sommes tout nus les uns pour les autres.
Dans cet œil où pétille un éclat de feu, nage tant d'eau. Un bain purificateur ou les thermes de Rome. Je ne sais pas trop si vous savez vous-même où vous allez et où vous prétendez me conduire. Monsieur Lévinas, regardez bien. Cette nudité n'est pas une conscience, si? Pas un caractère, pas un aspect, pas une personne. Je ne me trompe pas. Je dirais ceci. Cette nudité dans les yeux est la marque de l'espèce, comme sur les bras des tatoués d'Auschwitz. À se demander, ainsi que l'avait fait le chimiste italien, si c'est un homme. C'est si étrange. À vous voir penser, regarder et savoir, bien plus fragile qu'un roseau et même que les herbes, que les papillons d'un jour et que les bulles de savon du tableau de Chardin. J'ai l'impression de découvrir le secret le plus insoupçonné de votre vie, vous ne trouvez pas? Descendu sur les quais, je sens autre chose malgré moi, qui m'étonne, qui me bouleverse. Je ne peux jouer à l'esprit fort en regardant défiler les voyageurs de Montpellier. Ce n'était pas le souffle toxique du prêche, ni la magie de la tourbe, ni la fureur de son orgueil qui avait paralysé les hommes, qui en avait fait de la tourbe avant qu'on lui fasse enfin rendre l'âme. C'était pas le piège fatal dans lequel il les avait tous enfermés que je mesure à présent. C'est le besoin qu'ils ont de lui qui m'en a fait écrire l'histoire. Le besoin indescriptible, criant, d'envelopper leur nudité dans ses propres yeux, dans sa propre vue. Il désire la masquer tout entière dans la sommation de son regard à lui, car seul il le peut. Je ressens enfin pour la première fois combien j'ai besoin d'Hermann et comme il me manque. C'est ainsi, orphelin d'une idole que j'avais inventée pour tous, bête avec mon savoir qui ne fait de moi qu'un maladroit de plus, que j'aborde l'une des dernières voyageuses du train. Elle a une cinquantaine morne, blondie sans art, aux teintures d'un coiffeur d'impasse. « Madame ?»« Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» fait-elle en se reculant, soupçonnant le flic ou le terroriste. « Pardonnez-moi, mais j'ai une question à vous poser. »« Je suis pressée, fait-elle d'un ton suppliant. » Je lui barre la route. La vague rêverie qui s'est accrochée aux pupilles des défilants comme autant de pénitents sur la voie d'un pèlerinage, je veux la vérifier, la fouiller dans son œil, au risque de le crever, qui sait. Et elle qui me regarde comme un fou, sa petite valise d'Elzé, son étiquette sagement imprimée sur l'ordinateur, l'épais manteau qui trahit sa suspicion à l'égard du Nord, son visage très finement graisseux que des poudroiements de terracotta mêlant la matité de quelque argile aux éclats siliceux qui accrochent la lumière et où une mèche détachée du brushing tombe comme un balai, l'œil se tarde sur moi enfin après m'avoir fui comme pour venger l'affront de cet examen de trop près. « Qu'est-ce qu'il a, il veut ma photo ?» dit la femme dans un accès de courage ou bien tout simplement de vulgarité du Sud contractée dans la détente des récréations au lycée. « Exactement. Il veut votre photo parce que vous êtes pour moi un symbole. Vous vous rendez compte? Tu me lâches, j'appelle les flics. Tu entends? » Elle dresse le cou. Dans un instant, elle va hurler. Il reste si peu de temps, mais c'est le moment qui compte, car il ne faut pas faire ou dire, il faut seulement avoir vu. Française, de Montpellier ou de Nîmes, qui sait. Droguée à la télévision, à la rue piétonne, aux itinéraires fléchés. Elle est presque une chose, un bibelot pour guéridon sociologique. Ce qu'elle signifie, ses mensurations sociales sont parfaitement vaines et vaguement malodorantes. Tout est fait pour glisser sur elle. L'humanité, la religion, le sens de la vie, l'angoisse existentielle, tous ces noms ne peuvent plus accrocher sur sa surface, tellement plus profonde que toute la philosophie, plus close, plus solide, plus réelle. Je dois la regarder autrement. Je veux dire, lui montrer que je ne suis ni un pervers, ni un assassin, ni un inquisiteur. Je le sais car je suis encore plus terrifié qu'elle. Je lui demande, comment vous appelez-vous? Marie. Elle a baissé les yeux. Marie. Elle n'a pas envie de vivre. Je remonte au train bleu. Vous avez compris que Pascal B passe beaucoup de temps au train bleu. Il aura même le droit, à la fin du tome 2, à un cocktail avec ses amis. Comment a-t-il deviné? Un savant critique, assez récemment, lui a écrit ceci, et je cite naturellement. « Je termine, étranger parmi les vifs, impressionné par le caractère totalisant de votre culture, qui convoque à chaque instant toute une épaisseur du monde et orchestre un face-à-face énigmatique entre ce que vous appelez la terre et la tourbière, un peu abasourdi, ébloui, c'est-à-dire éclairé et aveuglé par la richesse de votre écriture et l'étonnante profusion simultanéiste de votre imaginaire. » C'est un mot exact, simultanéisme. En ce qui le concerne, l'auteur, bien qu'il donne effectivement mal à la tête, prétend à votre clémence, car prendre tout ce qu'on a autour de soi, tout ce qui est plus ou moins en dedans, pour peu qu'on soit un moi, et en faire de l'écriture,
c'est le geste du poème, non celui du roman, sauf si le roman cache un poème. Le récit continue dans un troisième tome. Troisième tome, ce qui veut dire qu'il y a une troisième rupture, un troisième mot d'ordre et un troisième prêche d'Hermann, le voleur du bâton. Prêche tyrannisant tous les hommes. En somme, Baquet s'en prend dans son livre à 3 mots d'ordre étalés, allant croire sur 3 vies d'hommes. Nous sommes tous à cheval sur 3 vies. Celle qui nous précède, celle qui nous occupe et celle qui nous suit ou nous suivra. C'est principalement à sa fille Léa qu'il prête le récit de la vie suivante dans un cahier que la jeune fille écrit comme un journal. La tourbe, alors, n'est plus Internet, ce qu'elle est aujourd'hui, elle est ça. Ce qu'elle sera demain quand aura pris ainsi qu'une gelée l'ultime parole d'Hermann à l'Occident. Je commande, nous tous, pour la vie à venir. La conjuration de l'exception est totale. Le triomphe de l'homme quelconque, absolu, le bâton, pense Hermann, est conjuré. Alors, Hermann peut vraiment mourir. Entre-temps, Pascal B. aura convoqué un quatuor de ses amis penseurs qu'il charge de l'aider à écrire le poème de « Nous tous », c'est-à-dire de la fin si ardemment désirée par un Occident qui ne veut plus être soi. Le quatuor fait ce qu'il peut et il en résultera à la fin du tome 3 un poème de 70 phrases, de 70 mots, je répète, de 70 phrases, faite de 70 mots, mais aussi de 10 plaies, les 10 plaies de la moderne, de la dernière, de l'ultime Égypte, nous. Les librairies étaient fermées pour ne plus rouvrir. Les livres n'étaient plus nécessaires, pas plus que les pensées, les savoirs et tout ce qui servait humblement ou orgueilleusement à n'être pas un homme quelconque. Les librairies étaient fermées non par un nazi aux yeux révulsés, non par un bolchevique purgatoire ou un maoïste révocule, mais par une femme outragée, par un étudiant rebelle et par un des innombrables hommes gris qui avaient, de leur puissance gigantesque, hanté l'imagination des Melville et des Walzer, des Kafka et des apôtres. Il fallait, sinon de mauvaises intentions, du moins tout un génie, pour saisir comme l'homme gris, né de la foule et retournant à la foule, comptait. Mais il fallait aussi un savoir presque impossible, fermé, inaccessible, pour comprendre de surcroît qu'il était fort et redoutable. Alors qu'en vérité, sous le dehors d'être errants, superflus et sans qualité, ils étaient les plus grands persécuteurs de l'histoire. Ils étaient la persécution elle-même. Bartleby le scribe, Poil de Carotte, Edmond Dantès et Jean Valjean, dans toute leur douceur, qu'ils voulussent ou non se venger, peu importait. Même Grégor Samsa, leur position faisait d'eux, malgré qu'ils en eussent, les persécuteurs de ces rafles et massacres, qui attendaient tout ce qui se reliait au vif, en aiguisant leurs baïonnettes sanglantes au bout de leurs regards morts. C'était pendant ces jours où les librairies, faute de quelques souvenirs du bâton d'Élias, fermèrent pour ne plus rouvrir, quand tout ce qui avait joui d'une réputation et d'une maîtrise avait été soupçonné et dénoncé. Il ne servait plus à rien de vendre des livres si l'on devait supplier les clients, en baissant la tête, de pardonner à ceux qui les avaient écrits. Car tous les hommes désormais, mais depuis toujours, avaient subi un outrage. Tous Poil de Carotte, tous Edmond Dantès, tous Grégor Samsa dans sa famille indigne. Et l'outrage qu'ils avaient tous subi était devenu le ciment de l'homme quelconque. Quand trop longtemps ils avaient cru que les preuves des temps jadis, ordalie ou chevalerie, avaient servi, comme les grands livres où l'on puisa de nouvelles phrases et lignes de vie, à force d'annonnements douloureux et d'exégèses chaotantes, à la retrempe d'alliages plus robustes, ravivés et invincibles par les fournaises et les humiliations, l'outrage, son inverse, servait désormais au même titre qu'un baptême, qu'une data, qu'un numéro tatoué sur le bras à appartenir à l'humanité outragée. L'outrage vécu était en somme le pénible moment à passer pour parvenir à la parfaite indifférenciation où désormais toute attitude, des palabres protestataires au silence éloquent et hautain, de l'enrichissement exponentiel à l'attentat suicide, avait sa place officielle et répertoriée dans le vaste catalogue de l'homme quelconque. Même ouverte, les librairies étaient fermées, telle cette librairie Compagnie, dont on se demandait bien entre qui elle partageait le pain, puisque le compagnon est celui qui partage le pain. Les hommes quelconques, gris et satisfaits, planaient d'une table où les mains caressaient des couvertures glacées comme des aveugles sur des reliefs de braille, à l'espèce de chaire étroite et hautaine, où leurs doigts tapotaient sur les ordres du libraire un clavier de carte bancaire. Tout, du visage du tenancier à la substance des livres achetés et de l'outil numérique débité, était fait de la même matière.
qu'on acheta Joël Dicker ou Marcel Proust, Marie-Lise de Kerangal ou Pierre Michon, Alain Badiou ou Jacques Rancière, Slavoj Zizek ou Patrick Sébastien ou n'importe qui, un mystérieux poison de l'âme finissait par les mélanger tous, et pire encore, les fondre en un seul et confus souvenir. Poison pour les âmes chagrines, mais il valait mieux dire suc. Donald Duck ou Donald Trump, Samuel Butler ou Samuel Beckett, Erasmus Darwin ou Erasme de Rotterdam, tous ces noms qui bégayaient encore vaguement d'unicité dans les bouches qui les mâchonnaient, tournaient irrésistiblement au brouet, au bol alimentaire qui descend et revient, de l'œsophage au rumen, du rumen au réseau, du réseau au feuillet, et du feuillet à la caillette, ou en décoction de gaz méthane et d'acide chlorhydrique, un résultat s'affichait enfin à l'orifice. L'espèce humaine était non la fiction des nominalistes, mais le réel lui-même. Enfin, il advint que les hommes devinssent la même chose que les fourmis rouges et les orang-outans de Bornéo, une masse indifférenciée dont les individus sont les surgeons rhizomatiques. On parvenait assez tard de ne plus savoir qui était qui et à ne plus savoir distinguer quoi que ce fût entre les personnes. Bien plus, il y avait encore des nez crochus et des nez droits, et d'autres même qui n'avaient pas de nez par suite d'une explosion ou d'une intervention chirurgicale, mais nul ne les voyait plus, ne les sentait plus, ne les pensait plus, ne les révérait plus, ne les espérait plus, comme ces rocs, pics, caps et péninsules dont les personnes eussent pointé d'un panache. Chacun avait compris que ses propres jouissances et aspirations n'étaient que le travail d'une rumination polluante, œuvre d'un corps réel qui s'appelle l'homme, faite de 7 milliards de fourmillements. Je saute deux paragraphes. Les bourgeonnements des nuages ventrus dans le ciel, les parures d'or dont paradant parmi les pères, ils défilaient sur les nuques des hommes de jadis, tels d'antiques légions de Rome. Sur la terre, les poses parfaites des pans et des cyprès, des chênes opiniâtres et des cèdres dansants. Les indéniables champs de la lumière jusqu'à la pure couleur bleue dont le blanc, le gris et le noir apprêtaient l'insoutenable évidence. Et encore la marge d'une fourmi dans son air, même Dieu avait été piétiné par l'homme quelconque, créateur et destructeur du ciel et de la terre, et l'on appela cette victoire, entre autres formules magiques, le réchauffement climatique. L'anthropocène, c'est-à-dire la vraie scène, la scène de l'homme, où celui-ci dit à lui-même « Tout m'a pris et m'a mangé, car ceci est mon corps, et mon corps s'est mangé en tous. » Après, en effet, que reste-t-il quand l'empire d'Hermann a dépassé ce point de non-retour que vous venez de mesurer? Quand avec la quelconquisation du monde, tout est joué et que le bâton ne sert plus à rien, puisque plus aucune intelligence n'est requise pour organiser les hommes, il reste à se retrouver avec ce qu'on est, si bien que notre simultanéiste, ici présent, se retrouve comme nous tous, gros gens comme devant. Il lui reste un dernier tour de piste de pouvoir se projeter dans une 4e ou 5e vie, une dernière simultanéité en matière d'adieu à la tourbière, c'est-à-dire un monde sans objet de plus, seulement fait d'hommes quelconques qui ne sont en somme qu'un décor polluant, mais toujours assimilable, ne vous inquiétez pas. Notre poète formulera une première sortie du monde de nous tous, sortie possible, avec la langue et sans doute avec elle seule en l'absence du partenaire de jeu, sortie païenne. C'est pour lui une sortie noire, faite de langue solitaire et de nature folle au lieu des hommes. Comme pour sceller des frissons, il écrira le livre d'Amalek, l'inverse absolu d'Israël, le projet unique, déjudaïser le monde. Vous avez compris? Chasser à tout jamais l'objet de plus. Ce sera le baroud d'honneur d'une langue française caduque comme tout le reste, et Pascal B ira d'un Estérel natif à une Islande démoniaque, et confiera ses fonctions poétiques à son double païen, Joachim. Joachim va donc organiser la grande assemblée islandaise, qu'on appelle l'Althing. Voilà le dernier Althing. Pour le chanter, Joachim est conduit par un passant quelconque transplanté dans le décor islandais, car il eut la grâce de mourir et de devenir un fantôme en guise de Virgile pour le conduire où? En enfer. Un immense brouillard enveloppait le paysage. Par très court moment, il se déchirait, laissant apercevoir au lointain, un lointain au bout d'une étendue gigantesque, sans arbres, où le ciel semblait rouler comme la mer, des cailloux humides et couverts de mousse crème,
qui se jouait de l'œil, de la vue, barbouillant son opacité sur la surface de la cornée. Joachim marchait derrière le passant, hésitant à lui demander son nom. Il avait peur du hasard dans les noms des vivants, même si le passant était mort désormais. Car il était mort trop récemment. Quelques secondes auparavant, il habitait encore cette France désertée de tout sens, de toute histoire, de tout avenir, où les mamans choisissent de gentils petits noms à leurs bébés comme on soupèse des layettes au Monoprix. Il le suivait en revanche fidèlement. La mort lui donnait une autorité, un lustre dont il se sentait incapable. Les poètes n'ont plus de renom car ils n'ont rien à chercher dans les choses, dans les lieux, dans les temps anciens. Du moins était-ce encore le cas avant qu'il ne décidât sa quête. Tout cela était si court, et Joachim, qui avait comme un funambule sur son fil, jeté devant lui ses cercles et ses pointes, ses lettres, et déclamé ses vers dans le désert des foules, sans qu'aucune ne les remarquât, n'avait pas encore apprivoisé l'idée, dangereuse et sauvage, d'être un maître des morts, un général des fantômes, un éveilleur des spectres. Alors, il marchait derrière le passant, qui paraissait savoir où il allait. « Vois-tu mieux que moi ?» demanda Joachim. « Je vois parfaitement, sauf quand le brouillard se déchire. Quand vous peinez dans la nuit, une éblouissante lumière me guide. Quand vous trouvez un rayon, je le perds. Le plein jour me rend aveugle. Je sais une façon pour vous de voir comme moi. Vous la trouverez un peu plus tard. Faut-il marcher encore longtemps? Nous sommes arrivés. Je vous guide, mais les mots sont les vôtres. Rien n'adviendra sans votre travail. Veux-tu dire que tu as les choses sous les yeux? Des choses? J'ai tous les morts sous les yeux. Je les détaille sans aucune imprécision. Ils sont massés devant nous. Depuis que nous avons passé la porte? Non. J'ai vu d'abord les villes, mais à mesure que nous avancions et que le temps passait, les villes fondaient, disparaissaient dans l'oubli. La forme d'une ville, vous savez, et le cœur des mortels, ils refusent de fondre, ils refusent de mourir, ils ne consent pas à ne pas vivre cette mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont en rage, parce qu'ils ont été floués, dupés. Alors ils attendent, ils exigent que justice soit rendue, car ils refusent d'être venus pour rien. Soudain, devant Joachim, le brouillard s'ouvrit comme les deux rideaux d'un théâtre. D'immenses pentes vertes se faisaient face, de part et d'autre d'un étroit précipice où s'échevelaient des nuées gorgées d'une eau presque noire. C'était l'Alting, où dans l'inconfort des gorges, les Islandais rendaient jadis la justice. Mais quelque chose qui avait déjà frappé le poète alors qu'il se promenait dans les stérelles, sur les contreforts desquels, semés sur le maquis, des rochers verticaux s'affichaient comme une assemblée, le frappa tout autrement dans cette Islande antipodique, comme si ce qu'il voyait maintenant lui expliquait ce qu'il n'avait que faiblement perçu jadis. Les étagements de la paroi de tous côtés, presque à l'infini, car il ne voyait pas se finir ses gorges, étaient peuplés, étaient faits d'hommes innombrables, durs comme la pierre, mais aussi vigoureux comme l'herbe et changeants comme le ciel aux prises avec le brouillard. « Que dois-je faire » demanda Joachim. « Ce que tu désires, » répondit le passant. « Je dois leur parler, » conclut Joachim. « Si tu le désires, » persista le passant. « Mais je ne pourrai parler à tous, je n'en ai pas la force. Je ne sais pas trouver en moi de quoi parler à tous les hommes, et parler à ceux de ma nation ou de ma ville ou de mon quartier m'accable également. Il doit bien y avoir dans ces masses des gens que j'ai connus. Mais pourquoi choisirais-je ceux que j'ai connus, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai vénérés? Pourquoi non? Parce que je ne sais démêler en moi les raisons qui me font vénérer les uns, haïr les autres. Tous se valent. Du moins, c'est ce qui m'apparaît maintenant que je les vois tous. Il est vain d'hésiter. Tu ne pourras pas très longtemps soutenir cette vue. En effet, il semblait à Joachim que le brouillard recommençait à se former au-dessus de l'Alting, comme un oiseau de malheur qui va s'abattre sur ses victimes et les saisir dans ses énormes serres. Mais non pour les conduire à l'anfractuosité du roc où les attendaient ces oiseaux affamés, ils ne mangent pas les morts. L'aigle n'est pas un corbeau. Alors Joachim tenta la parole, répercuté par un vent d'écho d'un bout à l'autre de l'Alting. « Ô vous tous, les morts !» À ces mots répondirent d'horribles croassements, qu'une nuée de corbeaux soudainement remontés de l'abîme lui répondait en le moquant. Le passant le soutint alors qu'il fléchissait, écrasé par le poids de sa faute. Comment parler encore, surtout lorsqu'on ne sait quoi dire ni à qui l'on parle? « Je sais, reprit-il en luttant contre sa propre terreur, je sais toute la haine que vous me portez. Je vous ai vu marcher dans les rues, me vendre des objets, travailler à la grande usine économique du monde pour moi, quand j'étais adulte et adolescent et enfant, et quand déjà vous ouvragiez pour mon père, et pour le père de mon père, et pour la lignée de mauvais sang qui m'a conduit jusqu'à vous, nuée de papillons jaunes, qui prolifèrent aussi dans les cendres des fours crématoires.
Et je vous ai méprisé, je vous ai ignoré. J'ai cru que des vivants sémillants et rhabillés d'arrogance, juchés sur leur renom comme vous l'êtes aujourd'hui dans cette altine, étaient mieux faits pour recevoir mes adresses, mes vers, mes phrases et mes enchaînements que vous, qui dans vos enfants tournoyez aujourd'hui autour des virus et des boutons inlassables où s'agitent quelques images programmées. Vous qui êtes eux, qui vivez en eux, car ils meurent en vous, et eux aussi comme vous, je les ai maudits dans mes pensées et mes désirs. Devant lui, une paroi entière, dans l'atroce parade des gorges, s'était mise à trembler. Cette paroi ensuite, décellée, se mit à vaciller, comme dans les poursuites de Khazad-dûm, un pont de pierre s'effondre devant les hobbits terrifiés. Le passant le fit reculer. Alors, dans un monstrueux hurlement chargé de rire et d'insultes, le pan s'écroula devant lui, allant baver ses derniers déchets jusqu'à ses propres pieds. Mais Joachim, enhardi, s'avança une deuxième fois. « Ô vous, les corps du monde, qui n'avez pas été damnés ni élus parce que vous n'étiez rien et le saviez, immense brouillement de l'inutilité humaine, qui teniez encore hier votre vengeance sur les esprits et les arts, sur les religions et les rois, et l'aviez gâché de ne vouloir rien d'autre que des rois et des prêtres, des penseurs et des artistes. Un deuxième piton de l'Altine, un peu plus loin, explosa à nouveau, poussières et cendres, métamorphose d'Irlande, terre métamorphe à chaque instant. Ô vous choses de vos amours petites et de vos haines tenaces, de vos mariages et de vos baptêmes, de vos sacrements déconsacrés et de vos trivialités sacrées, ô vous les morts que je n'aurai de cesse de répudier pour vous sauver de la tente, que je roulerai dans ma nuit pour vous délivrer de la vôtre. Et alors qu'il parlait, les gorges effondrées s'étaient rebâties d'elles-mêmes, dans la masse des morts excède celle des vivants, et laisse à la terre de quoi rebâtir ses décors, sans que rien lui coûte, sans que rien n'advienne. Horrifié, Joachim ravala sa salive, ferma les yeux et s'approcha encore un peu du précipice, où il lançait ses dires. « Ô vous, mes effroyables frères, qui parmi vous se détacherait de lui-même, aux montagnes de vos chairs? Qui aurait le cœur de venir avec moi, car il y a une guerre ici qui commence, et j'ai besoin de bras, de jambes, de vos muscles et de vos liqueurs, de vos aveuglements, de vos entêtements. Je ne vous demande pas ce que vous avez réussi, mais ce que vous avez raté, pas ce que vous avez compris, mais ce que vous avez souillé de votre bêtise. Ceux qui vous ont offensé, vous menant à vivre pour des riens qui n'étaient même pas heureux, vous devez les dissoudre dans mes mots, dans mes appels, car j'ai une quête à vous faire jouer pour moi, et s'il faut en découdre avec les vivants, eh bien, nous en découdrons avec eux, mais je ne le ferai pas sans vous. » Il est tard, et notre liseur ne nous fera pas oublier que nous avons soif, peut-être. Et puis, il faut aussi savoir attendre, et cet étranger parmi les vifs est parfois trop zélé. Alors, son dernier extrait sera court. Que fait-il dans le 5e tome? Il lit à Azinou l'ultime cantique de Moïse au jour de sa mort, dont il vous propose ce soir la traduction magnifiée par les incroyables colorations de ce magicien de la peinture, Christian Bonnefoy, alias, dans le quatuor du tome 3, le peintre Léodange Brice. Pascal B, alias Joachim, alias Barkamsa, me charge de vous dire que s'il ne vous a pas lu à Azinou, dont il vous montre la traduction qu'il a tenté de faire, c'est parce qu'ensuite il n'aurait rien pu lire d'autre, et qu'avant, il aurait eu trop honte. Azinou est le chant dernier de Moïse, où celui-ci résume l'histoire universelle, c'est-à-dire celle d'Israël. On ne lui fait pas concurrence, donc ce dernier tome, dont un certain glossateur essuie tant de lecture, en Normandie ou à Paris, j'en témoigne, Baquet l'a composé de 3 parties. La première est biblique et le promène dans les versets d'Azinou, dans ses gloses, et chez ses glossateur, à Rouen, à Troyes, à Prague. Le deuxième est noachique et construit 7 petites nouvelles du divorce entre notre monde et les 7 lois que les enfants de Noé avaient reçues pour les transmettre à tous, afin qu'ils soient arraisonnés par nous tous. La troisième, qui s'achèvera bientôt, est talmudique et voit Elias, le vif par excellence, au point qu'on se demandera s'il n'est pas à lui tout seul le peuple vif, interroger quelques pages du traité Baba Kama, consacré au vol. Il faut savoir, vous en conviendrez, quoi faire, en définitive, avec ce vol de l'objet de plus. J'en ai fini, et notre liseur, lui aussi, bientôt, aura fini. Il y avait dans le monde un objet de plus. Et cet objet était l'intelligence d'Elias. Elle ne lui appartenait pas
pas plus qu'elle n'appartenait au monde. Elle était une personne, mais cette personne n'était pas ce qu'on a coutume de désigner sous ce nom. De même que cette intelligence n'était qu'un homonyme de ce qu'on y répute. Longtemps, Bar Kamsa avait cru son imagination à la fois faible et excitée d'avoir nommé, en plus de la tourbe et du bâton, Elias. Ce nom trop chic, ce nom juif refait par une Lituanie engloutie ou une Mitteleuropa désormais sans dents, sans bras, sans visage. Elias, Elias, que de fois comme un mantra il avait dessiné avec les mots, des croquis d'Elias, des esquisses d'Elias, des élytres et des ailes et des élections d'Elias. Mais dans ces contrées de mots nus ou dénudants, soudain, ce nom, Elias, avait gagné l'évidence. Bar Kamsa n'osait y croire. Il se trouvait trop vain pour avoir pensé juste, trop amateur, trop approximatif. Du reste, il n'avait pas du tout pensé juste, il n'avait pas pensé du tout, pas plus que la terre. Et celle-ci, dans la langue d'un verset ou d'un juron talmudique, ce caviarol qui ne désigne pas un alcool russe, mais une interjection araméenne plus ou moins synonyme de « si seulement cela était possible », celle-ci, la terre, avait écouté. Écouté, quand par la bouche d'un homme, quelque chose de plus qu'elle s'était donné au monde. Car alors, ce qui ne se digère pas dans la matière très digestive de la terre ne sera jamais digéré. Et c'est une nouvelle stupéfiante, car cela flotte, inassimilable dans toute couche, même profonde, qu'on pourra dire aussi bien de culture que de tourbe et d'humus. Écoutez, car elle était changée. Écoutez les intelligences la refaire sans la toucher, seulement par l'intelligence qui parle. Écoutez le nom d'Elias devenir un nom ineffaçable, indégradable dans l'humus terrestre. Elias n'était nul autre que celui-ci, cette personne qui a entendu le vif arpenter la terre et lui parler. Ce n'est pas une allégorie, cela est un fait, plus insoutenable pour l'institution humaine que tout scandale, que toute transgression, que tout tabou remis à nu. Le vif, voilà Elias. Tout le vif passant par les hommes vifs, sautant de personne en personne. Elias avait cette mémoire en lui, des instants inoubliables. Il était cette mémoire, non pas un passé mort, mais un passé à venir, le seul présent. Voilà. Thank you.